Bonjour Jean, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc je suis Jean-Eudes, je suis professeur des universités à l'Université de Lille, rattaché au laboratoire CIREL, plus spécifiquement l'équipe Trigone qui est spécialisée dans la formation des adultes, puisqu'on est la plus grosse équipe en France à consacrer nos travaux exclusivement à la formation des adultes, formation tout au long de la vie. Quel a été votre parcours académique? Alors, mon parcours académique, je vais devoir faire très court, sinon on va y passer plusieurs heures. Pour le dire très simplement, moi en fait à 18 ans j'étais instituteur et je me suis inscrit pour la première fois à l'université quand j'avais 39 ans, en 2002. Et donc suite à cette reprise d'études que j'ai fait en parallèle à mes activités professionnelles, responsabilité institutionnelle, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2011 et puis mon habilitation à diriger des recherches en 2018 et je suis devenu professeur des universités donc il n'y a pas très longtemps, puisque c'est en 2020. Donc je suis un jeune professeur des universités. Vous êtes intervenant lors du 5e congrès de psychologie positive. Pouvez-vous nous évoquer le thème de votre intervention? Mon intervention concerne principalement le flow, l'expérience autotélique, l'expérience optimale, donc qui est un concept qui a été étudié dès les années 1975 par Mihaly Csikszentmihalyi, qui est lié notamment au fait que quand on est concentré sur une activité, sur une tâche, ça a pour effet en fait d'entraîner une altération de la perception du temps, une absence de préoccupation à propos du soi et le sentiment de vivre une expérience particulièrement émotionnelle parce qu'on réussit à faire quelque chose que peut-être au départ on ne pensait pas être capable de réaliser. Et moi je m'y intéresse plus particulièrement quand on a le sentiment ou quand on croit qu'on a compris quelque chose qui a priori au départ nous semblait un petit peu compliqué. Et le fait d'avoir compris et de ressentir cette émotion quand on comprend, en fait ça ne donne qu'une envie, c'est d'approfondir le sujet. C'est ce qui fait que progressivement on peut devenir spécialiste d'un thème, mais ça peut arriver aussi bien à des enfants qu'à des adultes, hein, puisque on peut avoir des enfants très tôt qui sont passionnés par exemple par les dinosaures ou les voitures ou les belles escalatrices, quand sais-je. Mais ça peut être aussi quand on est plus âgé, le fait d'être passionné sur tout ce qui concerne le tuning et le fait de faire briller les chromes sur une voiture ou faire des tours Eiffel en allumettes, enfin des choses qui peuvent paraître complètement incompréhensibles pour notre entourage, mais quand on rencontre d'autres personnes qui peuvent être éventuellement spécialistes ou passionnées par ce thème, alors c'est quelque chose qui fait du bien d'en parler ensemble. Voilà, je vulgarise un peu mon propos. Et en fait, je vais aborder plus spécifiquement aujourd'hui le dark side of flow, c'est-à-dire le côté obscur de la force, notamment quand les conséquences du flow peuvent avoir des effets délétères sur la personne, sur son entourage proche, voire éventuellement pour la société. Pouvez-vous nous définir ce congrès en un mot ou une expression? Tout d'abord, il faut être tout à fait conscient que si Charles Martin Krum n'existait pas, ce congrès n'aurait jamais existé et il est fort probable que même sans lui, l'émergence des préoccupations autour de la psychologie positive en France aurait certainement pris encore bien plus de retard. Moi j'ai eu la chance de faire partie du premier cercle qui a été réuni autour de Charles. Et depuis le premier congrès qui a eu lieu à Metz, donc ça doit faire à peu près une dizaine d'années, ce qui est extraordinaire, c'est que la première fois qu'il y a eu le congrès à Metz, on était heureux de pouvoir s'identifier et on n'était pas très nombreux. Et on peut mesurer le fait que beaucoup d'entre nous aient obtenu notamment des positions académiques. Je pense que ça a pu aider. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de constater notamment une relève qui arrive à un moment où certains d'entre nous, dont je fais partie, vont bientôt devoir passer la main, de voir qu'il y a toute une nouvelle génération. Et puis là, aujourd'hui par exemple, enfin ces 2 derniers jours, on a eu l'occasion d'assister à des présentations réalisées par des étudiants de master qui, sur le plan épistémologique, méthodologique, sur le plan aussi des finalités pragmatiques de la psychologie positive, sont tout à fait
comment dire, réjouissant. Parce que d'abord, ils explorent des champs qui sont maintenant spécifiques, finalement, alors je n'ose pas dire la culture européenne, mais au moins la culture française, ce qui est certainement très important, parce que ça marque, en fait, la prise de distance progressive par rapport aux repères qui, dans les années 2000, notamment sous l'impulsion de Mike Csikszentmihalyi et de Martin Seligman, étaient très très fortement marqués par la culture, les méthodes scientifiques nord-américaines. Et cette indépendance que nous prenons par rapport, je dirais, aux pères fondateurs historiques de la psychologie positive est d'autant plus réjouissante qu'on aborde désormais des thématiques qui sont vraiment spécifiques à nos cultures, dans lesquelles notamment, quand on va, je dirais, depuis l'Amérique du Nord et qu'on va vers l'Est du monde ou vers le Sud, on s'aperçoit qu'en fait la dimension sociale de la construction de l'individu est très importante, que c'est une dimension qui est relativement peu explorée dans les travaux réalisés sur les modèles nord-américains. Et du coup, on peut se réjouir que progressivement, on ait pu travailler finalement sur des préoccupations et des modèles qui sont peut-être plus spécifiquement culturellement acceptables au niveau européen et notamment au niveau français. Et je pense que c'est cette troisième génération, cette troisième évolution de la psychologie positive qui est particulièrement réjouissante, puisque la première étape a forcé terriblement le côté positif. La deuxième vague a pris en compte le fait qu'il fallait trouver un équilibre entre le positif et le négatif. Et ce sera l'objet notamment du travail que je vais présenter cet après-midi. Et la troisième vague, c'est probablement sur les méthodes de recueil de données, les méthodologies notamment qui allient davantage à la fois les démarches quantitatives, très inspirées de la culture nord-américaine autour des représentations liées à la recherche en médecine, avec une approche qualitative, en ayant un bon équilibre entre les deux, sachant que le quantitatif permet de mettre en évidence des modèles plausibles grâce notamment au traitement avec des marges d'erreur et le fait qu'on ait entre guillemets moins de 5% de marge d'erreur qui valide la plausibilité du modèle. Et par contre le qualitatif, lui, c'est ce qui permet d'expliquer. Et je pense que sans un équilibre entre les deux, en fait on marche peut-être que sur un pied, puisqu'on présente des modèles qui sont plausibles, mais qui ont l'intérêt de pouvoir être identifiés comme étant avec des effets significatifs, au sens statistique du terme, mais sans être réellement en mesure de les comprendre et de les expliquer. Et ça, je crois que c'est vraiment une des spécificités qui est bien émergée ici lors de ce congrès, et qui reste un vœu pieux dans beaucoup de travaux actuels où chacun considère que les perspectives seraient éventuellement de mener un travail plus qualitatif pour mieux comprendre les phénomènes, mais en fait, cette démarche-là, elle est rarement réalisée, parce qu'en fait, elle est terriblement coûteuse en temps, en énergie, et surtout, elle nécessite d'avoir la capacité de mobiliser des cadres conceptuels très importants, donc il faut une très robuste et très longue et très solide culture des cadres et des théories scientifiques et des modèles pour pouvoir être dans cette démarche d'interprétation quand on est face à un corpus de données, alors que le travail sur les traitements statistiques peut paraître complexe. Donc en fait, il est beaucoup plus simple. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, à titre personnel, je me suis engouffré dans le travail massivement quantitatif, parce que finalement, c'est impressionnant, mais c'est beaucoup plus facile à mener, puis surtout, on sait quand on a fini. C'est-à-dire, à la fin, il y a un test qui nous dit est-ce qu'on a ou pas une marge d'erreur qui nous permet de dire que le modèle est plausible, parce qu'on a un seuil de significativité suffisant. Et enfin, comment vous envisagez l'avenir de la psychologie positive en France, en Europe et même dans le monde? Le véritable enjeu, mais je pense pratiquement depuis l'émergence de la psychologie positive, en fait, c'est d'arriver à faire la part des choses entre ce qui relève de la recherche et ce qui relève des vendeurs de poudre de perlimpinpin. D'accord? Parce qu'on sait qu'il y a un vrai risque de dérive, d'abord mercantile, voire éventuellement sectaire, de la part de pratiques de personnes qui se revendiquent de la psychologie positive, et en fait qui ne sont que des marchands d'illusions, qui peuvent être parfois très dangereux. Et pendant la période de Covid, par exemple, on a vu émerger énormément de choses qui sont plutôt particulièrement inquiétantes. Et notre travail en tant que chercheur,
mais aussi probablement l'Association française et francophone de psychologie positive, c'est d'arriver à faire la part des choses entre ceux qui ont autorité pour parler de psychologie positive parce qu'ils sont dans la recherche fondamentale à finalité pragmatique avec des méthodes réfutables, evidence-based, donc je reviens sur les méthodes notamment quantitatives, et ceux qui font juste que surfer sur la marchandisation du bonheur. Et là, il y a un enjeu considérable parce que si on ne le fait pas, d'abord c'est dangereux sur le plan sociétal, mais c'est surtout, ça permet à d'autres de dénigrer finalement tous les travaux de recherche qui sont des recherches fondamentales, scientifiques, réfutables, et le fait qu'il y ait cette confusion entre les deux, qui sont des genres qui n'ont rien à voir, est quelque chose qui sème un trouble finalement sur la scientificité et les bases épistémologiques et méthodologiques de la psychologie positive. Et ça, je pense que c'est réellement l'enjeu majeur le plus important, à la fois sur le plan de la recherche fondamentale, mais à la fois aussi sur le plan sociétal. Puisque notre rôle à nous, en tant que chercheurs, c'est bien de mettre en évidence que certains se revendiquent la psychologie positive, mais en fait, ils nuisent finalement à l'image de la psychologie positive, en détournant complètement à la fois les concepts, mais aussi les finalités de ce sur quoi nous travaillons en tant que chercheurs. Merci Jean.